Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour m'assurer que vous utiliserez le calculateur de rentabilité immobilière de façon optimale pour vous permettre d'avoir les idées claires, de savoir ce que vous faites avant même de vous déplacer faire une visite, vérifier les données sensibles afférentes à un projet et c'est ça, savoir si ça vaut la peine que vous vous déplaciez tout dépendant de votre objectif. Donc, dans un premier temps, comprenez-moi bien, il n'y a que les cases bleues que je surligne ici que vous pouvez modifier. Le reste du tableau n'est pas protégé et il y a plus de 100 formules à l'intérieur de cette grille-là. Donc, de grâce, si vous ne voulez pas bousiller tout le travail, n'allez pas modifier les cases blanches ou les cases grises. Ces cases-là se modifient toutes seules en fonction de ce qu'on entre dans les cases bleues. Donc, on se concentre seulement sur les cases bleues, s'il vous plaît. Alors, d'emblée, on va avoir à remplir les informations quant au coût d'acquisition. Ensuite de ça, les informations quant au financement, les informations par rapport à la valorisation de l'immeuble dans votre secteur. Ensuite de ça, les revenus locatifs, les dépenses associées à ces revenus locatifs-là et votre taux d'imposition sur les revenus locatifs en fonction de vos revenus annuels. D'accord? Donc, on passe rapidement chaque ligne pour que vous fassiez une idée claire de comment ça a un impact sur le tableau en question qui est à droite. Donc, dans un premier temps, les frais d'achat, donc le notaire, l'inspection, les autres experts que vous pourriez devoir embaucher pour la transaction. J'ai mis 3 000, tout dépendant des secteurs dans lesquels vous souhaitez acheter. Il faut savoir que l'inspection d'un immeuble à revenus, c'est plus cher que l'inspection d'un condo ou d'une unifamiliale. Évidemment, il y a plus de logements à visiter pour l'inspecteur, ça prend plus de temps. Le notaire va avoir quelques vérifications à faire, mais sinon, c'est des frais assez semblables par rapport à une unifamiliale. Ici, j'ai mis des frais moyens avoisinant les 3 000 $ pour le total de ces frais-là. Ensuite de ça, vous avez les frais de taxes de bienvenue, les frais de mutation. Autrement dit, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la municipalité dans laquelle vous convoitez acheter votre immeuble pour essayer d'estimer à combien se chiffrera cette fameuse taxe de bienvenue. La case ici de la SCHL, j'aurais tout aussi bien pu la mettre en gris parce qu'elle va se calculer toute seule aussi, OK? Donc, pour le moment, on n'y touchera pas. Ensuite de ça, dans vos frais d'acquisition, est-ce que vous avez l'intention de demander un prêt réno à la banque pour faire des travaux immédiatement? Des fois, c'est un choix, d'autres fois, c'est imposé par l'institution financière avec laquelle vous faites la transaction. Donc, supposons que vous choisissez de refaire les deux salles de bain de l'immeuble que vous achetez, puis que vous allez faire ça de façon raisonnable pour 15 000 $. Vous allez peut-être changer aussi un petit comptoir de cuisine. Bref, on met un coût pour ce prêt rénovation-là de 15 000 $. Et là, on a le prix de vente qu'on entre. Ici, j'ai rentré 500 000 $. D'accord? Fait que après ça, on se dit, mais moi, combien est-ce que je veux mettre en guise de mise de fonds? Si vous voulez vous construire un parc immobilier rapidement, ben vous allez peut-être vouloir calculer seulement que 5 % de mise de fonds. Par contre, pour pouvoir mettre 5 % de mise de fonds, il faut aller l'habiter. Alors, peut-être que ce n'est pas exactement ça votre projet. Peut-être que vous voulez mettre 10 %, 15 %, 20 % de mise de fonds pour sauver la SHL. C'est vous qui allez le décider, OK? Dans tous les cas, supposons que vous alliez mettre un 10 %. Fait qu'ici, ça nous donnerait un 53 000 $ de mise de fonds. C'est 10 % du total que j'ai mis juste en haut. Ici, ça vient se calculer tout seul. Effectivement, ça fait une mise de fonds de 10 %. Quand on clique sur le montant de la prime SCHL, ici, il y a une flèche. OK? Nous, on regarde ici en premier, c'est 10 %. Donc, quand je reclique ici, 10 %, c'est le choix numéro 2. Donc, je vais recliquer une deuxième fois sur la flèche et choisir le deuxième choix qui est ici. Et donc là, ça me donne une taxe, une prime de SCHL. Et par la suite, il faut savoir que la
la prime SCHL, elle est ajoutée à votre financement hypothécaire. Vous la voyez ici qui s'ajoute par-dessus le montant financé pour avoir un montant final avec la prime qui sera financée sur 25 ans. Ici, elle s'est ajoutée, OK? Mais la taxe sur cette prime SCHL-là, elle est payable directement chez le notaire. Donc, il faut la prévoir dans nos coûts d'acquisition. Il faut la payer avec nos liquidités. Elle ne sera pas amortie sur 25 ans dans notre prêt. Et c'est la taxe québécoise seulement. Il n'y a pas de TPS sur les assurances au Québec. Donc, on parle d'un montant taxé à hauteur de 9,975%. Donc, 9,975% de 14 000, ça donne 1 455 OK? Donc, ça se calcule tout seul, ça s'additionne tout seul. Après ça, on a un amortissement de combien de mois? Donc, on l'a mis sur 25 ans, soit 300 mois, avec un taux moyen de 4,25%. Comprenez bien ici que le taux que vous mettez, c'est pas nécessairement le taux que vous avez négocié avec votre banque pour les 5 prochaines années. Il faut essayer d'entrevoir un taux moyen qui est celui qui va tenir la route à peu près pour les 25 ans, les 25 prochaines années. On s'entend, on n'a pas personne de boule de cristal, fait qu'on y va avec un chiffre qui est aléatoire, c'est pour se donner une idée. Mais dans le cas ici qui nous concerne, j'ai mis 4,25%. On est dans des taux raisonnablement bas historiquement. Ça pourrait augmenter, mais ça pourrait aussi diminuer. Puis c'est des taux assez bien là, pour le moment. Fait que si vous sentez plus à l'aise d'y aller avec un chiffre plus conservateur autour de 5 ou 6%, c'est bien correct, ça vous permet d'envisager des scénarios où vous seriez peut-être plus serré financièrement. Ça vous appartient complètement. Ensuite de ça, selon le secteur dans lequel vous achetez, nous, les courtiers, on est capable de vous sortir un indice de croissance de la valeur qui est appuyé sur les dernières années. Par exemple, sur l'île de Montréal, on peut dire que les immeubles ont pris presque 7% de valeur en moyenne partout sur l'île de Montréal. Sur la rive sud, sur la rive nord de Montréal, on était autour du 5 à 6%. Maintenant, si on veut se donner une croissance de la valeur qui est plus réaliste sur 25 ans, ici, j'y suis allée avec un 4% de prise de valeur par année parce qu'on anticipe que la pénurie de logements risque de continuer d'avoir cours pendant un moment. Donc, à vous de jouer avec ce pourcentage-là selon ce que vous voulez. Ensuite de ça, on a la portion revenu. Donc, si j'achète un duplex qui génère des revenus de 3 000 $ par mois, puis que je loue un garage 100 $ par mois en plus, j'ai pas de taux de vacances parce que les deux logements sont loués. Et j'ai une croissance des revenus qui est autorisée par le tribunal administratif, qui est autour de 4% par année. Bon, il y a des années où c'est 6%, d'autres années où c'est 3%. La régie du logement, le tribunal administratif du logement, s'ajuste d'année en année en fonction de l'inflation, en fonction de la hausse des coûts des taxes municipales, en fonction de plein de facteurs. Puis elle vous fournit une grille qui vous permet d'optimiser la croissance de vos revenus en fonction des travaux que vous avez faits aussi, puis de les justifier auprès de vos locataires. Donc, à vous de fixer la croissance de revenus par année que vous pensez pouvoir aller chercher à chaque année. Moi, j'ai mis 4%, c'est très conservateur, libre à vous. Ensuite de ça, dans vos dépenses reliées à vos revenus locatifs, bien, vous allez avoir votre assurance habitation, mais votre assurance d'immeuble aussi, qui inclut une responsabilité civile, qui inclut aussi une police pour le feu, etc. Bon. Ensuite de ça, vos dépenses de gestion. Si vous habitez l'immeuble, peut-être que vous avez moins de dépenses de gestion en frais d'essence, mais sinon, chaque fois que vous allez chercher vos chèques de loyer, vous dépensez de l'essence quand vous allez au Rona chercher un réservoir d'eau chaude. Mais dans vos frais de gestion, vous avez aussi tous les courriers enregistrés, les huissiers, donc tout ce qui concerne la gestion de l'immeuble, les annonces payantes pour relouer, les applications que vous avez pour envoyer des courriers recommandés numériques. Tout ça, vous pouvez le mettre dans les frais de gestion. Ensuite, il y a les frais d'entretien. Moi, je recommande à ma clientèle de se faire un fonds de prévoyance à partir des loyers qu'on touche chaque mois, qui a un pourcentage de ça qu'on met dans un compte épargne ou dans un compte qui est dédié
aux travaux à faire sur le long terme. Vous savez, les fenêtres, les drains français, les toitures, les travaux d'électricité. Donc, plutôt que d'aller chercher de l'équité ou de faire un prêt personnel ou une marge de crédit pour ces travaux-là, je vous suggère de vous cumuler un fonds de prévoyance à même vos revenus locatifs pour être en mesure, dans quelques années, de pourvoir à ces dépenses-là sans devoir emprunter parce que théoriquement, si votre but, c'est de faire croître un parc immobilier, mais vous ne voulez pas utiliser l'équité pour autre chose que pour acheter autre chose comme immeuble. Donc, ensuite de ça, ben, on a nos taxes scolaires et municipales. Puis, on a la croissance des dépenses qui est autour de 2% par année. On parle ici du taux d'inflation. C'est la Banque du Canada qui fixe, qui essaie de cibler une inflation de 2% par année. Il y a des années où c'est plus autour de 3%, d'autres où c'est plus autour de 1,5%. La moyenne voudrait que la Banque du Canada, ça fait bien son travail, on ait une inflation de 2%. Ça veut donc dire que votre contrat de déneigement, par exemple, va vous coûter 2% de plus par année. C'est ça qui est pris en considération dans le tableau qui est à droite. Donc, les dépenses qui augmentent, les revenus qui augmentent à raison de combien par année. Et votre taux d'imposition en fonction de la braquette de salaire annuel dans laquelle vous vous trouvez. OK? Une fois qu'on a rempli tout ça, ben, on est capable assez facilement de se rendre compte que ce duplex-là a un multiplicateur de revenus bruts de 13, qui est extraordinaire. Une fois les dépenses payées, 16, c'est excellent. On n'en voit pas beaucoup des immeubles dans ces circonstances-là, mais ce serait ici un immeuble où la première année, ça nous coûterait pendant un an de temps 25, 26 dollars par mois, 310 dollars sur l'année. Puis dès la deuxième année, on commencerait à engager un cash flow positif. Si c'était pas le cas, bien évidemment, ce serait bon de jouer avec les paramètres, de se dire, bon, ben moi, si je suis capable de mettre 60 000 en guise de mise de fonds, ben je suis cash flow positif dès la première année. Si j'enlève le 15 000 de prêt réno pour refaire les salles de bain, puis que je suis prête à mettre juste 45 000 de mise de fonds, qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça fait bouger ma mise de fonds, ça fait bouger donc le pourcentage, la SCHL que je vais payer, ça fait bouger quoi? Et donc après ça, ben, je suis capable d'aller ajuster mes paramètres pour optimiser, pour aller chercher plus que 4% de croissance en valeur si je veux, d'aller chercher de la valorisation sur mon immeuble qui, au bout de 25 ans, je l'ai payé 520 000, mais il pourrait valoir 1,3 million. Donc, il y a là aussi le potentiel d'évaluer à quel moment est-ce que je retire mes billes ici au bout de 5 ans en reprenant ma mise de fonds et mon capital payé, je suis capable de récupérer 300 000, ben, je suis peut-être prête à racheter autre chose de plus cher. Ou si, à l'inverse, je veux garder mon immeuble, je suis capable de voir que j'ai payé en 5 ans 59 000, prendre 80% de ce montant-là pour rester, pour laisser un 20 000 là pour pas payer la SCHL une autre fois, puis réappliquer 80% de ce montant-là, est-ce que je suis capable de m'en servir pour racheter ailleurs, tu sais? Donc, il y a possibilité de faire réévaluer l'immeuble aussi. Si je pense qu'il est rendu qu'il vaut 600 000 après 5 ans, peut-être que je suis capable de libérer plus d'équité encore, tu sais? Donc, il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut prendre à partir de cette grille-là. Voilà, donc ça fait partie de ce que je voulais vous enseigner en espérant que la suite des courriels que je vous envoie vous plaira tout autant. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de vous parler de vive voix. Bonne journée!